Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 3 mai. Multiplication de prises d'otages aux Philippines par des groupes extrémistes islamiques. Le groupe des touristes étrangers reste captif, mais en danger de mort. 10e journée internationale de la liberté de la presse. De plus en plus de journalistes paient de leur vie l'exercice de leur métier. Deux symboles en ce moment. Taoufik Ben Brik en Tunisie avec sa grève de la faim et Brice Flotio retenu en otage en Tchétchénie. Comment revoir les conventions d'assurance chômage, le paritarisme ou encore les contrats de travail? Les patrons français ont des idées qui font peur aux syndicats. 8 Bretons militants de l'ARV présumés interpellés hier soir et aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du McDo de Quéver, mais il y a eu dysfonctionnement chez les gendarmes à propos d'un attentat à Pornic. Les meurtres routiers continuent dans l'indifférence en France, ils augmentent même 98 morts le dernier week-end, l'horreur banale. Cinéma, aujourd'hui, avec le film de Claire Denis, Beau Travail, un film tourné à Djibouti. Aux Philippines, les rebelles séparatistes musulmans multiplient à la fois leurs offensives armées et leurs prises d'otages. Attentat sur l'île de Mindanao qui a fait 15 morts, otages philippins tués par les rebelles devant l'avancée des troupes gouvernementales et de plus en plus d'inquiétudes sur le sort du groupe d'otages étrangers dont 2 Français retenus sur l'île de Jolo. Commentaire Patrice Romden. Ces images l'attestent, les Philippines sont en guerre et l'armée du pays y laisse quelques soldats. Ce matin, on rapatrié 2 corps et une poignée de blessés. Tous ont participé à l'escarmouche qui opposait les forces gouvernementales aux rebelles musulmans du groupe Abu Sayyaf. L'opération visait sans doute à libérer ces 21 otages, filmés avant-hier dans leur prison de bambou. Elle s'est soldée par un échec, les rebelles ayant levé le camp, emmenant avec eux bien sûr leurs prisonniers. Mais l'opération a également débouché sur des communiqués contradictoires. Dans un premier temps, par l'intermédiaire d'une radio locale, les rebelles font savoir que 2 otages ont péri lors des combats. Ce à quoi un négociateur répond que selon ces informations, ils ne sont que blessés, le gouvernement philippin dénonçant pour sa part la propagande des rebelles. Il est vrai que le gouvernement philippin sent de plus en plus la pression internationale. À Manille, diplomates et négociateurs se pressent en quête de solutions. Et à Paris, Jacques Chirac recommande d'agir avec discernement. Manière polie de s'inquiéter des méthodes de l'armée philippine qui a montré son savoir-faire sur l'île de Basilan. Ici, le groupe Abu Sayyaf détenait 27 otages. L'armée a donné l'assaut. Bilan 4 morts, 15 personnes libérées et pour la plupart conduites à l'hôpital pendant que les rebelles s'enfonçaient un peu plus dans la jungle avec les 8 otages restants. Mais au fait, qui sont-ils, ces rebelles du groupe Abu Sayyaf? On parle d'1 millier d'hommes, des extrémistes qui connaissent la jungle comme leur poche et se battent pour l'instauration d'un État islamique au sud des Philippines, leur bastion. En cela, ils s'accordent avec un autre mouvement séparatiste, le Front Moro Islamique du Salut, fort lui de 15 000 hommes et dont les méthodes ne valent guère mieux. Ainsi aujourd'hui, pas moins de 3 attentats à la bombe, pour un nombre de morts qui oscille de 3 à 15, selon les sources. En Sierra Leone, ce sont des soldats de la force des Nations Unies qui ont été pris en otage par des rebelles. 7 casques bleus ont été tués et 3 autres blessés. Alors qu'un peu partout dans le monde des pays démocratiques, on célèbre une journée internationale de la liberté de la presse, à Tunis, le journaliste Taoufik Ben Brik continue sa grève de la faim. Son interdiction de voyager ayant été levée, il a demandé un visa pour la France, que celle-ci vient de lui accorder. Mais le frère de Taoufik Ben Brik vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme par la justice tunisienne. Commentaire Jérôme Bonny et Michel Levasseur. Contre-publicité pour la terre de sérénité où 700 000 Français prennent chaque année leurs vacances. Les responsables de l'Office du tourisme tunisien n'apprécient guère cette manifestation de Reporters sans frontières pour Taoufik Ben Brik en grève de la faim depuis 1 mois. Au début, quand il a entamé sa grève de la faim, le 3, il a dit en premier lieu parce qu'on s'en prend à ma famille. Là, on ne s'en prend pas seulement à sa famille, ils les mettent en prison. Jalal, le frère de Taoufik Ben Brik, vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme pour violence à agent. Quand nous l'avions rencontré en octobre dernier, il vivait déjà au quotidien
la difficulté d'appartenir à la famille d'un journaliste à la plume libre. S'il y en a un acharnement du pouvoir sur Taoufik, moi et ma mère, mais toute sa famille, on s'acharne sur nous. Taoufik vient de recevoir une lettre de son frère qui lui écrit de prison « Suspends ta grève, nous avons besoin de toi ». Ce soir, leur mère est au chevet du journaliste, elle veut elle aussi le persuader de mettre fin à une action qui risque de laisser de graves lésions neurologiques. 10e journée internationale de la liberté de la presse, je le rappelais il y a un instant, avec un constat, l'augmentation du nombre de journalistes assassinés pour avoir voulu exercer leur métier. Patricia Coste évoque maintenant cette journée mondiale, sans oublier le sort de Brice Fleutiot, journaliste indépendant, détenu quelque part en Tchétchénie depuis plus de 7 mois. 12 spots télé sur le travail parfois risqué des journalistes. Un classement des plus grands ennemis de la presse. L'imam Khamenei qui vient de fermer 13 publications en Iran. Le Serbe Milosevic qui traque la presse indépendante. Une carte en blanc les pays incriminés. L'année dernière, d'après l'organisation Reporters sans frontières, 36 journalistes ont été tués, le double de l'année d'avant. 85 emprisonnés. Il y a 750 journalistes qui ont été tués sur ces 15 dernières années. Dans plus de 9 cas sur 10, il y a impunité. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'on ne trouve pas les assassins, c'est que personne ne les cherche. Cette journée en France est dédiée à Brice Fleutiot, dont la dernière apparition est celle de cette cassette vidéo transmise par les Russes. Sa femme Dana est venue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cela fait 7 mois que son mari a disparu en Tchétchénie. Pas du tout se battre toute seule. D'un côté, on a besoin du soutien de médias, et de l'autre côté, bien sûr, c'est le soutien des hommes politiques. L'année dernière a été aussi celle de la multiplication des conflits armés. Qui se souvient de ce photographe néerlandais mort au Timor oriental? Voilà, puis je vous signale le rapport de l'année 2000 de Reporters sans frontières, Liberté de la presse dans le monde, et puis cet album de Robert avec des photos de Robert Doisneau pour la liberté de la presse. Ça vaut 38 francs pour aider donc à la lutte contre cette situation de la presse dans le monde. La décrue du chômage, pas d'inflation ou presque, les Français ont le moral, l'INSEE le confirme, avec un indicateur qui n'a jamais été aussi optimiste, dit-on, quant à l'amélioration du climat général en matière économique et sociale. Le gouvernement, de son côté, prévoit de ramener le déficit budgétaire à 195 milliards de francs en 2001. Et puis aujourd'hui, patronat et syndicats entamaient des discussions qui ressemblent fort aux prémices d'une refondation sociale. Les patrons du MEDEF veulent revoir le système d'assurance chômage, ce qui inquiète les syndicats. Reportage Nathalie Moisan et Valérie Criton. À leur arrivée au siège du MEDEF, chacune des délégations syndicales affiche ses bonnes intentions. Nous sommes là, regardez. Il est grand temps de réformer l'assurance chômage, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comment rendre le système plus efficace? C'est là que les opinions divergent. Il faut absolument qu'aujourd'hui, le MEDEF sorte du bois et qu'on puisse avancer sur un dispositif nouveau d'aide au retour à l'emploi. Il faut qu'on puisse avancer aussi sur des dispositifs complémentaires concernant les jeunes et les chômeurs de longue durée. Sorti du bois ou pas, 4 heures de discussion plus tard, le MEDEF propose une nouvelle version de son contrat d'aide au retour à l'emploi. Il s'agit d'impliquer les chômeurs dans un contrat qui inclut des droits et des devoirs, un dispositif calqué sur le modèle anglo-saxon, incluant des aides à la mobilité géographique. Dans ce contrat, il y a bien entendu des droits pour le demandeur d'emploi, des droits qui sont précisés, accès à une formation pour acquérir des compétences, le droit à un bilan de compétences pour savoir si cette personne peut prétendre à tel ou tel type d'emploi, bien entendu droit à l'indemnisation pendant qu'il est au chômeur. De l'autre côté, il aura aussi des devoirs. Sur ce dernier point, l'hostilité des syndicats ne faiblit pas. De 10% à 4%. Ce qui est déjà inacceptable, c'est que le contrat d'aide au retour à l'emploi n'est pas un contrat d'insertion, c'est en rien un dispositif d'insertion. C'est un dispositif qui va accroître l'exclusion, qui va accroître la sélection, qui est déjà très importante dans notre pays. Les discussions progressent donc lentement. Il reste néanmoins 2 mois pour parvenir à un accord. La convention qui régit l'UNEDIC arrivant à expiration fin juin. Pour y parvenir, syndicats et patronat ont donc décidé d'accélérer le rythme de leur rencontre.
Alors ces fameux contrats dont vient de parler Nathalie Moisan, ces contrats de mission, ces contrats à durée maximale qu'évoque maintenant le MEDEF, existent peu ou prou déjà dans le bâtiment sous forme de contrats de chantier saisonniers ou par objectif. Émilie Lançon et Philippe Jasselin ont aussi trouvé l'équivalent dans une société de télémarketing. Barbara et Laurent ont tous deux bénéficié d'un contrat de chantier. Un contrat qui cesse quand le chantier est terminé, un contrat théoriquement réservé au secteur du bâtiment. Problème, ni l'un ni l'autre ne travaillent dans cette branche. Il n'y avait pas d'autre possibilité et si on leur disait que ce CDI était illégal, on répondait que ce n'était pas négociable. C'était donc ça ou perdre son travail. Un contrat accepté à contre-cœur est plus que jamais synonyme de précarité pour Laurent. Si par exemple on veut louer un appartement, comme ça a été mon cas par exemple, CDI, il regarde contrat de collaboration dit de chantier, puisque maintenant il faut fournir un certain nombre de justifications. Et contrat de chantier, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est cette question qui revient. Pour pouvoir demander un prêt, c'est pas possible non plus. Donc il y a beaucoup de contraintes liées à ce contrat. Barbara et Laurent travaillent dans l'assistance téléphonique. Leur direction n'a pas souhaité s'exprimer, mais estime qu'en proposant ce type de contrat, elle est dans son bon droit. Ce n'est pas l'avis de ce spécialiste de droit du travail pour qui l'entreprise cherche tout simplement à faire des économies. L'idée, elle est assez claire même. Elle cherche à éviter d'une part le recours au CDD qui est pénalisé par une prime de précarité de 6%. Et elle cherche ensuite, tout en invoquant le CDI, à ne pas mettre en place de plan social. Les avantages combinés du CDI et du CDD, en somme, sans les désagréments. Un recul social pour cet inspecteur du travail. Vous voyez une vie avec un contrat tous les 5 ans. On va arriver à 40 annuités, et puis tous les 5 ans, chacun prend sa maison, ses enfants, l'école, les professeurs, tout change. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent nous proposer pour le 21e siècle? Laurent et Barbara envisagent de porter plainte au prud'homme. Ils espèrent obtenir gain de cause, non seulement pour eux-mêmes, mais pour que cette pratique ne se généralise pas. Alors, je vous propose maintenant un autre exemple, pris en Italie cette fois, pour alimenter l'actuel débat ouvert entre le patronat et les syndicats sur le chômage. Depuis 3 ans, une sorte de partenariat entre l'État italien et les entreprises est engagé. Il s'agit de favoriser l'insertion des jeunes et de tenter un rééquilibrage entre le sud italien à fort taux de chômage et le nord où l'on parle souvent de plein emploi. Exemple avec le reportage de nos correspondants Isabelle Stess et Dominique Merlin à Modène. Dans sa minuscule chambre d'un ancien couvent, Nicolas mange pourtant son pain blanc. À 24 ans, après un bac et 2 ans d'université, cet Italien du Sud a quitté sa ville natale de Lecce pour Modène, dans le Nord. À Lecce, il n'y a pas de travail. Plutôt que de rester à rien faire, j'ai préféré venir ici pour travailler. Nicolas ne paye pas son logement, 2 000 francs par mois, pris en charge par l'État dans le cadre d'un contrat formation. Le Sud, d'où il vient, compte 25% de chômeurs, tandis que le Nord, industriel, connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Chômage zéro ici à Modène. Et c'est pour résoudre ce déséquilibre que depuis 3 ans, l'État favorise ainsi la mobilité des jeunes de 19 à 32 ans. Pour Nicolas, c'est 40 heures par semaine d'emploi formation pendant 2 ans, 6 000 francs par mois et un emploi à la clé. Pour l'entreprise, c'est une aide de l'État à la formation et surtout près de 50% de contributions sociales et fiscales en moins. Aujourd'hui, en réussissant à trouver de la main-d'œuvre et en ayant des jeunes qui se déplacent plutôt volontiers du sud au nord, nous arrivons ainsi à augmenter les postes de travail. Et je dirais que si ça continue, il y aura ici à Modène des dizaines d'emplois pour les jeunes du Sud. La quasi-totalité des candidats à la mobilité, 250 jeunes, ont déjà été embauchés ici au terme de leur formation. Plus largement, en 3 ans, le plan national d'insertion professionnelle s'est révélé largement créateur d'emplois. Il y a environ 30 000 jeunes qui en 3 ans ont trouvé du travail, c'est pas rien. Cette année, 370 millions de francs seront consacrés par l'État à la formation des jeunes, un budget insuffisant face aux demandes des entreprises. La monnaie commune européenne, l'euro, a encore passé une mauvaise journée. Sa cotation est en dessous des 0,9 $, chute actuellement confirmée à la bourse de New York. Ce qui n'empêche pas les réorganisations boursières. Londres et Francfort ont annoncé leur fusion pour former la plus grosse place européenne sous le nom de code IX, avec une alliance au Nasdaq américain et une autre dans le futur avec les bourses de Milan et Madrid. Explication David Boeri et Vincent Ferreira.
Sans paillettes ni grande mise en scène. Comme toujours, les anglo-saxons jouent la sobriété. C'est pourtant un véritable événement. Après plus de 2 ans de négociations, Londres et Francfort ont fini par se dire oui, pour donner naissance à la plus grande place boursière européenne. IX, c'est son nom, regroupera toutes les actions des sociétés cotées en Grande-Bretagne et en Allemagne, soit 31 400 milliards de francs. C'est 2 fois plus que son concurrent Euronext. L'autre grande fusion boursière, signée le 20 mars dernier entre Paris, Bruxelles et Amsterdam. Les Français sont pourtant persuadés d'avoir toujours un avantage. On est parti avant, on a des choses plus simples à faire parce qu'on est plus proche, c'est moins compliqué. On est vraiment entre égaux, là c'est pas une expression galvaudée, c'est une réalité. Et donc on arrivera avant. Laurent, tu peux acheter 5000 British Telecom s'il te plaît ? Arriver avant les Anglais et les Allemands, autrement dit pouvoir acheter et vendre des actions européennes directement sans intermédiaire. L'objectif, faire baisser le coût des transactions en Europe. L'intérêt d'une fusion, c'est simplement d'agir dans l'intérêt du client, c'est-à-dire le plus rapidement possible, en étant le plus précis possible et en faisant appel au moins d'intervenants possible, justement. C'est le principe. Et le mouvement de concentration ne fait que commencer. Même avec ces fusions, les bourses européennes restent bien modestes face aux géants américains. Wall Street pèse encore 2 fois plus lourd que ces 2 nouveaux ensembles réunis. Les enquêteurs chargés du dossier de l'attentat commis à Quévert dans les Côtes-d'Armor le 19 avril dernier ont passé la vitesse supérieure. 8 interpellations, 9 interpellations. Il y en a eu une il y a quelques heures à Fougères en Ille-et-Vilaine et puis une autre sur l'île de Groix dans le Morbihan, dans les milieux militants bretons présumés proches de l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. Mais il semble qu'il y ait eu un dysfonctionnement à Pornic au sein de la gendarmerie à propos d'un attentat révélé hier contre un McDo aussi. Reportage Agnès Varamian et Jean-Yves Blanc. C'est chez lui, près de Rennes, que les policiers sont venus hier soir chercher Christian Georgeot. C'est un membre de MGAN, mouvement considéré par la police comme la vitrine légale de l'ARB. En perquisition dans la voiture d'un autre militant, les enquêteurs ont découvert un réveil, du fil électrique et un fer à souder. Le porte-parole de ce groupuscule d'extrême gauche, filmé ici il y a quelques jours, a lui aussi été placé en garde à vue. Des arrestations précipitées par l'audition de ce journaliste. C'est lui qui a divulgué le communiqué de l'ARB. Il affirmait l'avoir reçu dans sa boîte aux lettres. En fait, il l'aurait réceptionné en main propre et en Bretagne il y a une semaine. Je leur ai dit que j'avais reçu la disquette et que je voulais pas leur dire le nom de la personne à laquelle je pensais ou des personnes auxquelles je pensais. Une audition importante car elle a déclenché le coup de filet. Les policiers sont aussi venus ce matin à Pornic. En effet, dimanche dernier, l'ARB revendiquait un attentat contre ce restaurant à la mi-avril. Selon les clandestins, la bombe non explosée avait disparu, volée par les services secrets. Curieusement, le gérant affirmait d'ailleurs n'avoir rien remarqué. Et pourtant, ces images de dégâts datent de ce matin. Le gérant s'est alors souvenu qu'il avait bien déposé plainte, mais croyait-il pour effraction. Plus grave, la gendarmerie de Pornic ne s'est jamais déplacée. Pourtant, il existe ici un procès-verbal de transport sur place. C'est un faux. La hiérarchie reconnaît l'erreur. C'est vrai que sur le plan de nos principes, ce n'est pas ce qui doit être fait, puisque dans nos procès-verbaux, nous mentionnons ce que nous faisons et ce que nous entendons, ce que nous voyons. Donc là, effectivement, si tout ça est vérifié, c'est effectivement une faute de comportement de ceux qui ont rédigé ce procès-verbal. La gendarmerie, qui n'a donc pas enquêté, pas fait même le rapprochement entre l'attentat meurtrier de Quévert et les dégâts signalés au McDonald's de Pornic 5 jours avant. À Marseille, le tribunal pour enfants a condamné à 8 ans de réclusion criminelle un adolescent qui avait participé au meurtre d'Yves Radion en août 1997, alors que celui-ci défendait son jeune frère handicapé. L'adolescent a été arrêté au cours de l'audience du jugement. Mobilisation des convoyeurs de fonds dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, une mobilisation en solidarité alors que les obsèques de l'un de leurs collègues tués jeudi à Grenoble se déroulaient dans cette ville. Commentaire Olivier Galzi. Marcel Ruiz, 42 ans, père de 2 enfants, a été enterré aujourd'hui. Ce convoyeur de fonds est la dernière victime d'une attaque de fourgon. Son collègue, blessé par balle, a tenu à l'accompagner jusqu'au bout. Marcel Ruiz est le 12e convoyeur assassiné en 5 ans. Dans plusieurs villes de France, la profession a exprimé sa compassion et sa colère. Trop de morts dans notre métier, dit cette banderole. Les convoyeurs réclament plus de sécurité.
Les mesures de sécurité, c'est déjà d'avoir des emplacements réservés pour les transporteurs de fonds, des sas de sécurité au niveau des magasins pour qu'on ne soit pas obligé de rentrer dans des grandes surfaces. On veut un peu plus de sécurité, on veut que notre métier soit reconnu comme métier à risque et on veut un statut pour les convoyeurs. Même revendication à Rouen. Ils étaient une quarantaine à défiler à pied, répondant ainsi à l'appel national de l'intersyndicale. À Bordeaux, une délégation de convoyeurs a été reçue en mairie et en préfecture. Comme dans les autres villes, ils ont entre autres demandé l'arrêt du travail de nuit et la limitation des trajets à pied lors de transports de fonds. Près de 12 ans après la mort des 270 passagers du Boeing de la Paname au-dessus de Lockerbie en Écosse, le procès de 2 hommes, 2 Libyens, s'ouvrait ce matin dans des conditions exceptionnelles aux Pays-Bas. Est-ce l'heure de vérité? Les familles des victimes en doutent et les défenseurs des accusés mettent en cause une mouvance palestinienne. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite et Roger Mathurin. Dans les bras des avocats des 2 Libyens, leur défense aujourd'hui officiellement dévoilée. Dans un document qu'ils ont distribué en début d'audience, le nom d'une dizaine de Palestiniens et d'un Iranien qu'ils comptent bien incriminer à la place de leurs clients. Les familles de victimes ne sont pas surprises. Vous savez, au début de l'enquête, des groupes palestiniens, dont celui d'Ahmed Djibril, ont été soupçonnés. Puis on s'est concentré sur la Libye. Mais de fait, il est important d'aller jusqu'au bout de toutes les pistes. Depuis le début, les familles américaines, venues pour une semaine en Hollande, se montrent très prudentes sur le nom des véritables coupables, mais parfois aussi les plus virulentes. Ce procès, ce n'est qu'un show en vue de réhabiliter les talibans. Il n'y a guère que les Américains pour supporter l'affrontement matin et soir avec la horde des micros et caméras. À l'écart, ces familles britanniques regardent la scène et tiennent à rappeler quelques vérités. Ça fait 8 ans et demi que nous nous battons. Pendant des années, les hommes politiques et la justice n'ont cessé de nous répéter que ce procès n'aurait jamais lieu. Mais nous sommes restés persévérants et l'impossible est arrivé. En costume traditionnel, les 2 suspects libyens écoutent consciencieusement l'acte d'accusation, puis les débats. À la barre, les premiers témoins, les contrôleurs aériens. Durant toute cette semaine, les secours et les premiers enquêteurs arrivés sur les lieux de l'attentat vont refaire vivre une tragédie vieille de 11 ans. À Londres, demain, on élira un maire et cette élection risque fort de déplaire à Tony Blair. Le grand favori vient pourtant de son camp, mais il est beaucoup trop rouge au goût du Premier ministre, qui se rappellera peut-être que Margaret Thatcher, déjà en 1986, avait eu maille à partir avec le maire de Londres. Correspondance Benoît Duquesne et Sten Rosenlund. Les premiers jours, Tony Blair fit édifier la roue, la construction qui manquait, pensait-il, pour embrasser d'un seul regard la capitale du monde. Les jours suivants, il décida qu'il fallait un maire à cette mégapole de 7,5 millions d'habitants. Idée réaliste et généreuse, sinon qu'il n'imaginait peut-être pas les surprises que peut réserver le suffrage universel, car l'homme qui risque bien d'être sacré demain soir, c'est lui. Ken Livingstone alias Ken le Rouge pour ses idées gauchisantes très éloignées de la politique du nouveau Labour. Tony Blair a eu beau tout faire pour s'y opposer, lui refuser l'investiture, l'exclure du parti, promettre la faillite de Londres s'il était élu. Rien n'y a fait et Ken le Rouge caracole en tête des sondages. Je me suis souvent trompé avec passion, tout le monde a droit à l'erreur. Mais j'attends avec impatience de travailler avec Tony, c'est un homme charmant. L'homme choisi par Tony Blair pour le contrer s'appelle Frank Dobson, brave soldat blairiste dont le manque de charisme le dispute au peu d'enthousiasme. Les Londoniens l'ont baptisé le Père Noël pour sa barbe blanche et lui accorderaient, selon les sondages, 15% de leur suffrage. Devant le peu d'écho de sa campagne, la presse travailliste en appelle même à voter pour le candidat de l'opposition. C'est tout dire. C'est une révolte contre le gouvernement. Les travaillistes apparaissent trop éloignés du peuple et c'est une occasion pour les électeurs de leur donner une leçon. Bien sûr, la principale place financière du monde ne souhaite pas d'un gauchiste pour diriger la ville, mais les Londoniens se plaisent à l'idée d'avoir à leur tête une personnalité forte et indépendante, une sorte de contre-pouvoir à Tony Blair, d'autant que Ken Livingstone n'est sans doute plus aussi rouge qu'il l'a été. Lionel Jospin est en Hongrie pour appuyer symboliquement la candidature de ce pays à l'Europe. Le chef du gouvernement français est allé au Parlement de Budapest. Le voici, sous le regard de Saint-Étienne, qui est le saint patron de la Hongrie. Alban Mikosi m'a bien précisé qu'il en fut le chef d'État il y a exactement 1000 ans. Monsieur Jospin s'est entretenu aussi avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois.
Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, par un vote quasi unanime, seuls Christine Boutin, Laurent Dominati et Philippe de Villiers ont voté contre, le projet de loi sur la parité a été adopté. Ce texte vise à accorder un égal accès des hommes et des femmes aux fonctions politiques. C'est une horreur tranquille, une terrifiante habitude en France. Sur les routes, nous battons tous les records en morts et en blessés. Pour Pâques, ce fut 90 morts. Pour le week-end du 1er mai, 98. Et l'on n'ose pas évoquer dans le détail les centaines de blessés destinés à devenir des handicapés à vie. Aujourd'hui, à Montpellier, une centaine de personnes, notamment handicapées, manifestaient contre la violence routière en se couchant sur la chaussée. Fléau de la santé publique, disait-il. Depuis le début de l'année, 60 personnes ont en effet trouvé la mort dans ce département de l'Hérault. Tout est à craindre, tout est à redouter sur les routes françaises pour le prochain week-end. Mais comment faire pour éviter l'hécatombe? Reportage Stéphane Bretner et Blaise Grenier. L'horreur banale, fatale pour 98 personnes tuées sur les routes pendant le week-end du 1er mai. Un triste record, 98 morts. C'est 8 de plus que pendant le week-end pascal, déjà le plus meurtrier de l'année. Les années passent, rien ne change, et ce soir, la sécurité routière juge ce bilan consternant. On n'a pas d'explication à donner, si ce n'est qu'il y a une insuffisante mobilisation de toute la société. Ce week-end, les forces de l'ordre étaient très présentes, l'information publique a été fournie, et pourtant, beaucoup de comportements ont conduit à des drames. La dernière campagne publicitaire violente n'a pas eu l'impact espéré. Les contrôles renforcés pendant ces 2 derniers week-ends n'auront servi à rien. Face à ce carnage, les associations des victimes de la route crient leur colère. La route meurtrière, c'est une question de comportement au volant. Ce sont les Français les responsables, incapables de changer leur mentalité profonde, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'eux, ils aiment leur plaisir, ils aiment leur liberté, leur espace. Il y a certaines lois qui ne doivent pas entrer au-delà de leur carrosserie. À l'approche du 3e long week-end consécutif, le ministère des Transports veut prendre des mesures et réunir les acteurs de la sécurité routière. Le ministre s'est donné 5 ans pour réduire de moitié le nombre de morts sur les routes. France Télécom a des ratés. À Paris et en région parisienne, une panne depuis ce matin sur le réseau de téléphone fixe a très sérieusement perturbé plus de la moitié des communications. Romuald Bonan s'est renseigné. La panne est informatique et tout devrait revenir normal d'ici demain. Dans l'éducation nationale, satisfaction dans l'académie de Montpellier pour les enseignants qui avaient fait grève notamment du 7 février au 24 mars. Ils obtiennent 635 postes d'enseignement du primaire et du secondaire et 330 emplois administratifs et techniques. Au total, plus de 1000 emplois sont créés. C'est ce que vient d'annoncer le recteur de l'académie de Montpellier. Ce 3 mai est aujourd'hui aussi une journée mondiale de l'asthme, destinée à mieux faire connaître les moyens de lutter contre cette maladie qui toucherait entre 3 et 5 millions de personnes en France. En 10 ans, le nombre d'enfants asthmatiques a doublé. Selon d'autres statistiques, 2000 personnes meurent chaque année de l'asthme. Ce sont les régions ouest et nord qui sont les plus touchées. Depuis 6 ans, à Montpellier, à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, on a créé une école de l'asthme. Il s'agit de mieux se battre contre cette maladie en appliquant correctement les traitements afin d'avoir une vie normale. Vous voyez le reportage de Karine Komazi et Françoise Mazou. Depuis 10 ans, la famille de Najwa vit au rythme de ses crises d'asthme. Elle devient toute bleue, toute bleue. Et elle respire mal, elle respire pas. Alors on l'amène à chaque fois à l'hôpital pour faire de l'oxygène, soit à 3 heures du matin, soit à minuit. Il y a 6 mois, Najwa a commencé à fréquenter l'école de l'asthme. Elle y a appris à mesurer son souffle, à gérer ses crises. Mais comme beaucoup d'ados, elle oublie souvent ses médicaments. Quand je vais chez le médecin, il me dit « Est-ce que tu as une maladie particulière ?» Des fois, je dis non. Et c'est juste après que je me dis « Ah oui, j'ai de l'asthme. » Et j'y pense pas, quoi. Des fois, je sais pas si je dois dire « Oui, j'ai de l'asthme » ou « Non, j'en ai plus. » Tu n'y penses pas ou t'as pas envie d'y penser? Non, j'y pense pas. C'est comme si j'avais rien. Je me sens bien, en pleine forme. Du refus de la maladie au souffle mal maîtrisé, l'école de l'asthme est là pour apprendre aux patients à mieux vivre son quotidien. Des gestes simples comme par exemple inhaler efficacement son médicament. Vous mettez le nez et en se courbant un tout petit peu. Ce qui fait qu'après, quand vous avez le produit, vous appuyez et
Outre l'aspect technique, l'école développe depuis 1 an et demi la prise en charge psychologique des malades. Grâce au groupe de parole, on peut évoquer la souffrance et refuser la fatalité. Sur mes bulletins, à chaque fois, c'était pourrait avoir de bons résultats s'il n'y avait pas autant d'absence. C'était quelque chose que je ne supportais pas. Dispensée d'éducation physique toute son enfance, France est aujourd'hui professeure de sport. Najwa encaisse le message, dépasser la maladie, mais avant l'accepter. Certes, on peut prendre très correctement un traitement, mais si quelque part on a un frein dans l'acceptation de sa maladie, peut-être que malgré soi on le prendra mal ou on aura tendance à l'oublier. Chaque jour en France, environ 5 personnes meurent d'une crise d'asthme. Pour défendre le droit des enfants en France, il y aura désormais une autorité indépendante instituée par la loi. C'était une idée de Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, et c'est Claire Brisset qui a été nommée défenseur, avec un E, à ce poste. Du sport, ça tangue sur le rocher cossu monégasque dans le domaine du football, avec la dernière volonté affichée de Fabien Barthez, le goal de l'AS Monaco, de quitter la principauté. Commenté à Christelle Bertrand avec Olivier Théron et Hervé Pozzo. Fabien Barthez négocie son avenir. Ce matin, ses confidences dans la presse sont sans équivoque. Il veut quitter le club et reproche à son entraîneur de l'accuser d'avoir été acheté par l'Olympique de Marseille. Ce soir, le joueur reste au club et joue l'apaisement. On va se dire les quatre vérités et à partir de là, après on analysera la situation. Le problème est né le jour du match contre Marseille. Barthez est loin d'être performant, il est trompé 4 fois. Mais les incidents entre Gallardo et l'OM ont jeté le trouble sur la rencontre. Barthez est accusé et l'OM encore une fois visé. Ça suffit. Ça suffit parce que je crois que depuis OM Monaco, on essaie de profiter de la fragilité de l'Olympique de Marseille pour nous attaquer et nous mettre des éléments que nous n'avons jamais fait. À Monaco, les festivités pour le titre de champion de France sont un peu éclipsées. On pense à la saison prochaine, peut-être avec Barthez. Il y a 2 ans, le club avait déjà réussi à le garder en lui doublant son salaire. Et puis en football, une figure, j'allais dire, pardon pour la trivialité, une gueule s'efface. Giroud, en effet, a décidé de passer la main en tant qu'entraîneur d'Auxerre. Toute une époque qui s'achève avec ses coups de gueule et ses réussites. Commentaire Alexandre Cara. C'est la plus belle joie, la plus grande fierté de Giroud. 1996, année magique pour Auxerre. Celle du doublé, championnat, Coupe de France. L'apothéose pour Giroud, devenu cette année-là l'entraîneur par excellence, l'entraîneur de la réussite. Hier soir, après 39 saisons, après 20 ans de première division, Giroud a décidé d'arrêter. Je ne serai plus entraîneur, évidemment. Ça va me toucher, forcément, mais puisque j'ai eu le loisir de le décider moi-même, enfin de demander à être relevé de mon commandement en quelque sorte 1 an avant son échéance et que le président a accepté, je m'en vais sans état d'âme. Bon, on va faire des têtes, hein. Alors faire une tête, c'est dire bonjour. Hein, 1961, le début de l'aventure. Giroud, alors entraîneur et joueur, débute dans le petit club bourguignon aux modestes ambitions régionales. Sous son impulsion, la GIA se hisse en D2 dès 1974, puis en première division en 1980. Championnat de France, Coupe de France, demi-finale de Coupe d'Europe, sous l'ère Giroud, Auxerre est le club de tous les succès. Ce matin, pour certains joueurs, c'était déjà le temps de la nostalgie. Un grand personnage qui quitte le club, enfin qui quitte le club non, il aurait toute une fonction dans le club, mais bon, c'est vrai qu'il a été quand même 39 ans, 40 ans entraîneur, c'est quand même fabuleux. Puis voir tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a apporté au club, je pense qu'on peut lui tirer un grand coup de chapeau, mais bon, il sera toujours présent. Si à 61 ans, Giroud abandonne ses fonctions d'entraîneur, il n'en reste pas moins à la GIA Auxerre en tant que manager général. C'est dire si l'ère Giroud est loin d'être terminée. Et puis dans cette même ville d'Auxerre, une autre période politique, celle-là s'achève, puisque Jean-Pierre Soisson a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales. Du cinéma avec aujourd'hui sur les écrans et comme une sorte de pied de nez à l'agitation pré-canoise, sortie du film de Claire Denis, Beau Travail, un film qui fut présenté au Festival de Venise. Un film comme une chorégraphie au milieu d'un peloton de la Légion étrangère qui s'entraîne, qui s'occupe, qui fait son travail, quoi. Présentation Pascal Deschamps et Gilles Jacquet. Des corps rampent dans le désert, certains diront qu'ils ne ressemblent plus à des corps humains, et pourtant. Un caillou oublié du reste du monde, mais pas du soleil, une poignée de soldats qui nouent leur solitude dans la rigueur militaire. Telle est la confrontation physique, plus que brutale, que filme la caméra de Claire Denis,
petit bout de femme qui surgit toujours là où on ne l'attend pas. Ici, c'est la foulée qui découpe l'espace et le temps. Ici, les mots sont rares, seuls les chants permettent d'entendre le son de la voix. J'ai regardé comme avec curiosité, d'une manière, j'allais dire presque midinette, les garçons, et puis d'un autre côté, ils sont comme des cosmonautes un peu. Enfin, pour moi, c'est ça, je pensais à des cosmonautes. Il y a la vie sur Terre, et puis il y a cette cellule où on vit une vie spartiate qui donne des joies, plutôt qui enlève des angoisses. Peut-être qu'avec les remords commence la liberté. J'ai entendu ça quelque part. Le personnage central, c'est lui, un ancien légionnaire qui se souvient. Mes muscles sont rouillés. Qui se souvient d'un monde où l'on n'avait pas à se demander de quoi demain serait fait, puisque tous les jours se ressemblent. Je crois qu'il ne sait plus vivre hors du rêve, de l'impeccable. Ni apologie, style engagez-vous, ni brûlot antimilitariste, Beau Travail nous parle comme rarement de l'humain. Les corps qui bougent dans la lumière sont un peu plus musclés, un peu plus tatoués, mais qu'importe. Les doutes, la peur du chômage, celle du lendemain, sont partout les mêmes. Beau Travail de Claire Denis que vous trouverez ce soir avec Philippe Lefebvre dans les mots de minuit. Dans les kiosques, je voudrais vous signaler le numéro spécial de La Recherche. C'est 30 ans de La Recherche, de ce magazine qui met l'actualité scientifique à la portée de tout le monde. Et puis ce guide de la musique sur Internet, MusicNet, que vous pourrez trouver. On trouve toute la musique sur Internet. Voilà, je vous rappelle deux actualités que nous avons développées dans cette édition. La multiplication des prises d'otages aux Philippines par des groupes extrémistes islamiques. Le groupe des touristes étrangers reste captif mais en danger de mort. Et puis l'horreur banale, les meurtres routiers qui continuent dans l'indifférence en France. Ils augmentent même, 98 morts le dernier week-end et l'on craint le pire pour le week-end à venir. Dans un instant, la météo qui vous sera présentée par Isabelle Martinet. À 20h50, un enfant, un secret avec Jacques Perrin qui sera suivi du magazine Ça se discute présenté par Jean-Luc Delarue sur le thème autobiographie. Pourquoi choisit-on de publier sa vie? À 0h45, vous retrouverez Laurence Ostelaza pour le dernier journal de la rédaction qui sera suivi des mots de minuit présenté par Philippe Lefebvre avec Claire Denis, donc la réalisatrice de Beau Travail. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Édouard Balladur, l'un des candidats RPR à la mairie de Paris. À 13h, vous trouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.